Écoute-moi bien. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu as échoué, encore une fois. Peut-être que tu t'es relevé une fois, 2 fois, 3 fois, et que tu t'es retrouvé par terre, encore une fois. Et cette fois-ci, tu te demandes si ça vaut encore la peine de te lever. Je veux que tu saches quelque chose que personne ne te dira jamais assez clairement. L'échec n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début du chapitre le plus puissant de ta vie. Mais pour ça, il faut que tu te battes. Vraiment. Pas juste rêver, pas juste espérer. Se battre, avec tes cicatrices, avec tes doutes, avec tes larmes séchées sur le visage, et avancer quand même. Aujourd'hui, on a parlé de ce combat. Le combat le plus difficile qui soit. Celui qu'on mène contre soi-même, contre les circonstances, contre le destin qui semble s'acharner. Et on va parler de ceux qui l'ont mené avant toi et qui ont gagné. Des milliers de personnes. Et tu te dis, eux, ils ont tout eu facilement. Moi, j'ai tout raté. C'est là le premier mensonge qu'on te vend. La réussite n'est pas propre, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas rapide. Derrière chaque grande victoire, il y a des années de défaites silencieuses que personne ne montre. Des nuits à pleurer dans le noir, des matins où se lever semble impossible, des moments où l'on a failli tout abandonner. Ce que tu vois, c'est le sommet de la montagne. Ce qu'on ne te montre pas, c'est combien de fois ces gens sont tombés dans le ravin avant d'y arriver. Et si on te montrait ça, tu ne te sentirais plus aussi seul. Alors aujourd'hui, on va te montrer ça. Parlons de Thomas Edison. Tu connais son nom, tu utilises tous les jours ce qu'il a inventé, la lumière électrique. Mais ce qu'on ne te raconte pas souvent, c'est que Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant de réussir à créer une ampoule fonctionnelle. 10 000 fois, pas 10, pas 100, 10 000 tentatives. Et à chaque échec, ses associés abandonnaient. Les investisseurs retiraient leur argent. La presse se moquait de lui. On l'appelait le fou du laboratoire. Un jour, un journaliste lui a demandé « Comment vous sentez-vous après 10 000 échecs ?» Edison a souri et a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est ça la mentalité d'un guerrier. Pas l'absence d'échec, la façon dont tu le regardes en face. Parlons d'Oprah Winfrey. Aujourd'hui, son nom est synonyme de succès, d'empowerment, d'empire médiatique. Elle est l'une des femmes les plus puissantes et les plus riches du monde. Mais Oprah Winfrey a connu une enfance que tu n'oserais pas souhaiter à ton pire ennemi. Née dans une pauvreté extrême dans le Mississippi, elle a grandi dans des conditions difficiles, élevée par une grand-mère qui lui apprenait à lire avec des journaux et des almanachs. Elle a subi des traumatismes profonds dans son enfance. Elle a été renvoyée de son premier emploi de journaliste télévisée à Baltimore parce que son producteur jugeait qu'elle était trop émotionnelle et pas adaptée à la télévision. Trop émotionnelle, pas adaptée à la télévision. Elle qui allait devenir l'une des personnalités télévisuelles les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Quand on lui a dit qu'elle n'était pas faite pour ça, elle aurait pu rentrer chez elle et abandonner. Elle ne l'a pas fait. Elle a continué. Et le monde entier l'a regardé construire son empire avec ces mêmes émotions qu'on lui reprochait. Parlons de Walt Disney. Avant Mickey Mouse, avant Disneyland, avant l'empire qui porte son nom, Walt Disney était un jeune homme brisé. Il a été renvoyé d'un journal local parce que son patron estimait qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Il a ensuite créé une première société d'animation qui a fait faillite. Il a essuyé refus sur refus pour financer ses projets. Son film Blanche-Neige, qui allait devenir un classique intemporel, a été surnommé la folie de Disney par l'industrie du cinéma avant sa sortie. Tout le monde était convaincu qu'il allait s'effondrer. Les studios riaient de lui dans son dos. Blanche-Neige est devenu le film d'animation le plus rentable de son époque. Quand quelqu'un te dit que ton rêve est une folie, rappelle-toi de Walt Disney et souris. Parlons d'Abraham Lincoln. Avant de devenir l'un des présidents les plus respectés de l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln a vécu une vie marquée par l'échec à répétition.
Il a échoué dans les affaires 2 fois, il a subi une dépression nerveuse sévère, il a perdu plusieurs élections locales et nationales, sa fiancée est décédée, il a traversé des deuils profonds. Il a échoué à être élu au Congrès, il a échoué à être nommé commissaire des terres, il a échoué à être élu au Sénat, 2 fois. Mais Lincoln n'a jamais arrêté de se présenter, jamais arrêté d'y croire. Et à 50 ans, après des décennies d'échecs, il est devenu président des États-Unis. Et il a conduit son pays à travers une période les plus sombres de son histoire. L'échec ne définit pas ta destination, il définit ta détermination. Parlons de J.K. Rowling. Avant Harry Potter, avant les millions de livres vendus dans le monde entier, avant les films, avant l'empire littéraire, J.K. Rowling était une mère solitaire vivant avec sa fille dans un appartement minuscule, dépendante des aides sociales, souffrant de dépression sévère et ayant frôlé le suicide. Elle écrivait dans des cafés parce que son appartement était trop froid. Elle tapait ses pages à la main. Son manuscrit d'Harry Potter a été rejeté par 12 maisons d'édition différentes. 12. L'une d'elles lui a même conseillé d'arrêter d'écrire et de trouver un vrai travail. Aujourd'hui, Harry Potter est l'une des séries littéraires les plus vendues de l'histoire de l'humanité. Et J.K. Rowling est devenue milliardaire grâce aux mots qu'on lui avait dit d'arrêter d'écrire. 12 refus, et elle a continué, parce qu'elle croyait en son histoire, et son histoire valait la peine d'être racontée. Ton histoire aussi. Ces grandes figures que je t'ai citées sont connues du monde entier. Mais il y a aussi des millions d'inconnus qui se sont battus dans l'ombre, sans que personne ne les regarde, sans caméra, sans applaudissements. Pense à cette femme entrepreneur en Afrique de l'Ouest qui a vu son commerce brûler 2 fois, qui a tout reconstruit avec ses mains, qui s'est endettée, qui a été moquée par sa propre famille et qui emploie aujourd'hui 20 personnes dans son village. Pense à cet étudiant qui a redoublé 3 fois, que ses professeurs avaient abandonné, que ses camarades appelaient le raté, et qui a passé son diplôme à 30 ans avec son enfant dans les bras, les larmes aux yeux. Pense à cet homme qui a tout perdu dans un divorce, sa maison, sa famille, son travail, son identité, et qui a décidé à 45 ans de repartir de zéro et de construire une nouvelle vie. Ces gens ne sont pas célèbres, personne ne fera de film sur eux, mais ils sont des héros, parce qu'ils se sont relevés quand personne ne les regardait, et c'est le genre de courage le plus pur qui soit. Parlons de Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, peut-être le plus grand, mais Michael Jordan a été coupé de son équipe de lycée. À 15 ans, son entraîneur l'a regardé et a dit « Non, tu n'es pas assez bon ». Imagine, Michael Jordan, pas assez bon. Il est rentré chez lui, s'est enfermé dans sa chambre et a pleuré. Et puis, il a décidé que cette humiliation serait son carburant. Il s'est entraîné plus dur que n'importe qui d'autre, plus tôt le matin, plus tard le soir. Quand ses coéquipiers rentraient à la maison, lui restait sur le terrain. Michael Jordan a dit un jour une phrase qui devrait être gravée dans ta mémoire pour toujours. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Entends bien ces mots. J'ai échoué encore et encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en est le chemin. Parlons de Nelson Mandela. 27 en prison, 27 années derrière les barreaux, isolé, privé de liberté, de sa famille, de sa dignité. On aurait pu le briser, on aurait voulu le briser. Et pourtant, Mandela est sorti de prison non pas avec de la haine dans le cœur, mais avec une vision plus grande que jamais. Et il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud, symbole de réconciliation pour le monde entier. 27 ans de prison n'ont pas tué son rêve, ils l'ont renforcé, ils l'ont épuré, ils l'ont rendu indestructible. Si Mandela a pu garder sa vision pendant 27 ans derrière les barreaux, tu peux tenir encore un peu, tu peux te battre encore un peu. Parlons de Serena Williams, l'une des plus grandes athlètes de l'histoire du sport mondial. Mais Serena Williams a grandi dans les quartiers difficiles de Compton, en Californie. Elle a joué sur des cours fissurés, avec des balles qui rebondissaient mal.
Elle a été discriminée à cause de sa couleur de peau, de son corps, de son style. On lui a dit qu'elle était trop forte, trop grande, trop musclée, trop noire pour être la championne que les gens voulaient voir. Elle a gagné 23 tournois du Grand Chelem. Elle a continué à jouer après une naissance difficile qui a failli lui coûter la vie, après des complications médicales sévères, après des mois de rééducation. Et à chaque retour, elle jouait, elle gagnait, elle prouvait. Parce que le talent sans résilience ne va nulle part, et la résilience sans talent, elle peut encore faire des miracles. Maintenant, parlons vrai, parlons de toi. L'échec que tu as vécu, peu importe ce que c'était, a laissé une trace, une blessure. Et cette blessure, elle fait encore mal. Peut-être qu'elle saigne encore. Et je ne vais pas te dire « oublie ça » ou « ça ne compte pas ». Parce que ça compte. Ce que tu as traversé compte. La douleur est réelle, la perte est réelle. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes sur l'échec. L'échec est un professeur, le plus dur que tu auras jamais eu. Il ne te donne pas de notes, il te donne des leçons. Et ces leçons, quand tu les intègres vraiment, elles changent tout. Chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose sur toi-même que le succès n'aurait jamais pu t'enseigner. Tu apprends tes limites pour mieux les repousser, tu apprends tes erreurs pour ne plus les répéter, tu apprends ton caractère pour le forger plus fort. Les métaux les plus résistants sont ceux qui ont été le plus longtemps dans le feu. Toi, tu es dans l'arène, et peut-être que tu brûles, mais tu n'es pas en train de te consumer, tu es en train de te forger. Il y a quelque chose d'autre que je veux te dire. On a souvent peur de l'échec parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur que les gens rient, qu'ils disent « je te l'avais bien dit », qu'ils nous voient tomber. Mais sais-tu ce que pensent vraiment les gens qui ont réussi à propos de ceux qui ont essayé et échoué? Du respect. Un respect profond, parce qu'ils savent mieux que personne ce que ça coûte d'essayer. Ils savent ce que ça fait de se lancer quand tout le monde te dit non. Ils savent le courage qu'il faut pour risquer et perdre. Ce qui n'a aucun respect, ce n'est pas de ne jamais essayer, de regarder les autres avancer depuis les tribunes, de critiquer sans jamais descendre sur le terrain. Theodore Roosevelt a dit une fois ces mots magnifiques. Ce n'est pas le critique qui compte, ce n'est pas celui qui montre du doigt le fort qui trébuche ou qui dit comment l'homme d'action aurait pu mieux faire. Le mérite appartient à l'homme qui est vraiment dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui lutte courageusement, qui rate et revient encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur et défaut, mais qui fait réellement l'effort d'accomplir les grandes choses. Tu es dans l'arène, tu as le visage marqué par la poussière et le sang. C'est ça, le vrai courage. Pas un seul échec, plusieurs. L'accumulation, ce sentiment que la vie ne te donne aucune chance, que chaque fois que tu reprends espoir, quelque chose vient l'écraser à nouveau. Certains d'entre vous ont tout perdu, leur emploi, leurs relations, leur santé, leur logement, leur confiance en soi. Certains ont vu leurs rêves mourir plusieurs fois. Certains ont été trahis par des proches, abandonnés par ceux sur qui ils comptaient, laissés seuls face à des montagnes immenses. Et c'est là que la question la plus difficile se pose. Comment on se relève quand on est épuisé d'avoir essayé? Je vais te parler de Viktor Frankl. Viktor Frankl était un psychiatre autrichien. En 1942, il a été déporté dans les camps de concentration nazis, avec sa femme et sa famille. Il a perdu presque tout le monde. Il a survécu à Auschwitz, à Dachau. Il a connu des choses que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Et pourtant, dans ces camps, dans ces conditions absolument inhumaines, Viktor Frankl a fait une découverte extraordinaire. Il a remarqué que ceux qui survivaient le mieux n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement. C'étaient ceux qui avaient trouvé un sens à leur souffrance, ceux qui avaient une raison de vivre, une mission, un être cher à retrouver, une œuvre à accomplir. Il a survécu. Il a écrit un livre qui s'appelle Man's Search for Meaning, Découvrir un sens à sa vie, qui est devenu l'un des livres les plus lus du XXe siècle. Et dans ce livre, il dit quelque chose de fondamental. On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quel ensemble de circonstances données, choisir sa propre voie. Ton attitude, ta réponse, ton choix. Tout peut être pris, mais personne ne peut décider à ta place comment tu vas répondre à ce que la vie t'inflige. Parlons de Nick Vujicic.
Nick Vujicic est né sans bras ni jambes. Dans un monde qui valorise la performance physique, la capacité à se débrouiller seul, Nick est né avec quelque chose que beaucoup jugeraient comme une vie impossible à vivre. Enfant, il a failli se suicider. Il ne voyait pas comment sa vie pouvait avoir de la valeur, comment il pourrait jamais être heureux, être aimé, accomplir quelque chose. Aujourd'hui, Nick Vujicic voyage dans le monde entier, parle devant des millions de personnes, a fondé une famille, a des enfants, a créé une organisation qui aide des millions de personnes à traverser les moments les plus sombres de leur vie. Il nage, il surfe, il embrasse ses enfants avec ses petits membres, il rit, il vit. Si Nick Vujicic peut décider de vivre pleinement alors qu'il lui manque ce que nous considérons comme nos outils les plus fondamentaux, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de te battre ? Je veux te parler de gens qui te ressemblent peut-être, des gens qui ont grandi dans des contextes difficiles, sur ce continent magnifique et complexe qu'est l'Afrique, et qui ont choisi de se battre. Parlons d'Aliko Dangote. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche d'Afrique, mais il a commencé avec un prêt de son oncle à vendre du sucre et du ciment, dans le Nigeria dans les années 70, avec peu de moyens. Il a essuyé des échecs dans ses premières entreprises. Il a navigué dans un environnement économique extrêmement difficile, marqué par l'instabilité politique et les crises. Dangote n'a pas eu un chemin parfait, il a eu un chemin déterminé. Et la détermination a battu les circonstances. Parlons d'Eliud Kipchoge, le marathonien kényan qui a couru 42 km en moins de 2 heures, ce que les scientifiques disaient impossible, ce que les physiologistes déclaraient hors de portée humaine. Kipchoge a dit « No human is limited ». Aucun être humain n'est limité. Il n'est pas né dans un palace, il s'entraîne dans des conditions simples, dans une vie simple, mais son esprit est sans bornière, et cet esprit l'a porté là où personne n'avait jamais été. Tu as peut-être des ressources limitées, tu n'as pas d'esprit limité, sauf si tu décides qu'il l'est. Parlons de Dikembe Mutombo. Né en République démocratique du Congo, il est arrivé aux États-Unis sans un sou, sans parler anglais, sans aucune certitude d'avenir. Il est devenu l'un des meilleurs joueurs de NBA de l'histoire. Et après sa carrière, il a construit un hôpital en RDC avec son propre argent pour son peuple. Il avait échoué les premières fois qu'il avait essayé d'intégrer les équipes. Son accent, sa taille, son origine étaient des sujets de moquerie. Il a appris l'anglais, il a travaillé son jeu, il a fait taire les moqueries avec ses actes. Ces exemples ne sont pas là pour te faire sentir petit. Ils sont là pour te montrer ce que des êtres humains avec des histoires, des origines, des obstacles ont accompli quand ils ont décidé de ne pas abandonner. Toi aussi, tu es un être humain. Toi aussi, tu as cette capacité en toi. Maintenant, allons en profondeur. Quand on parle de se battre après l'échec, on parle souvent de stratégie, de plan d'action, de méthode. Mais avant tout ça, il y a quelque chose de plus fondamental à comprendre. La guerre se passe d'abord dans ta tête. Il y a 2 voix en toi. La première est la voix du doute, celle qui dit « Tu n'es pas fait pour ça, tu as déjà essayé, tu vas encore échouer, regarde-toi, qui tu crois que tu es ?» Les autres sont plus intelligents, plus chanceux, mieux placés. Abandonne, repose-toi, contente-toi de ce que tu as. La deuxième est la voix de ta mission, celle qui dit « Ce n'est pas fini, tu as encore quelque chose à donner, tu as une raison d'être ici. Ce n'était pas la bonne tentative, mais la prochaine pourrait l'être. Lève-toi. » Ces 2 voix sont en toi, en permanence, et chaque jour tu choisis laquelle tu nourris. Les psychologues appellent ça le growth mindset versus le fixed mindset, la mentalité de croissance versus la mentalité figée. La mentalité figée dit « je suis comme je suis et l'échec prouve que je ne suis pas capable ». La mentalité de croissance dit « l'échec est une information, je peux apprendre, m'adapter et grandir ». Carol Dweck, professeure à Stanford, a passé des décennies à étudier ces 2 mentalités, et ses recherches montrent quelque chose de révolutionnaire. Les personnes avec une mentalité de croissance réussissent davantage, rebondissent plus vite après les échecs et vivent une vie plus satisfaisante. Et la bonne nouvelle, la mentalité se change, elle se travaille, comme un muscle. Voici une vérité inconfortable que je dois te dire. Tu vas avoir peur, encore. Tu vas douter, encore. Tu vas peut-être échouer, encore. Et c'est normal, c'est humain. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que tu essaies quelque chose qui compte vraiment pour toi. Les gens qui ne font jamais rien d'ambitieux ne connaissent pas l'échec, ils connaissent la stagnation. Et la stagnation est la mort lente du potentiel.
Toi, tu as essayé et tu as échoué. Ça veut dire que tu es vivant, que tu t'es aventuré dans quelque chose, que tu as risqué quelque chose. Continue à risquer, mais risque plus intelligemment. Apprends de ce qui ne marchait pas, ajuste et recommence. On a parlé d'inspiration, maintenant parlons d'action, parce que l'inspiration sans action, c'est de l'émotion qui se dissout dans l'air. Voici comment on se reconstruit après plusieurs échecs. Étape 1. Accepter sans se juger. La première étape, c'est d'accepter que l'échec s'est produit. Pas l'ignorer, pas le nier, pas le minimiser. L'accepter pleinement. Oui, ça n'a pas marché. Oui, tu as perdu. Oui, c'est douloureux. Et en même temps, refuser de te juger comme si l'échec définissait ta valeur en tant qu'être humain. Tu es une personne qui a échoué dans quelque chose. Tu n'es pas un échec. Nuance fondamentale. Mandela n'était pas un criminel. Il était un homme libre, emprisonné. Il le savait, et c'est ce qui l'a maintenu debout 27 ans. Étape 2. Analyser sans s'auto-flageller. Ensuite, demande-toi qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Pas pour te torturer, pour comprendre. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Qu'est-ce qui était hors de ton contrôle? Quelle leçon précieuse cette expérience t'a-t-elle donnée? Écris-le si tu peux. La clarté en écrit est puissante. Étape 3. Redéfinir ton pourquoi. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Parfois, après plusieurs échecs, on réalise qu'on poursuivait quelque chose pour les mauvaises raisons, pour impressionner, pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour fuir quelque chose d'autre. Reconnecte-toi à ta raison profonde, pas la raison superficielle, la raison qui te fait vibrer au fond de toi, celle qui te donne envie de te lever même quand tout dit de rester couché. Étape 4. Recommencer petit. Le plus grand piège après un échec, c'est de vouloir se relancer avec la même énergie explosive qu'au départ. Mais tu es blessé. Un athlète blessé ne court pas un marathon le lendemain de sa fracture. Il fait de la rééducation. Il reprend progressivement. Recommence petit. 1 pas, puis 2, puis 3. Reconstruis ta confiance avec de petites victoires, parce que la confiance, ça se construit par l'action, pas par la pensée. Étape 5. T'entourer des bonnes personnes. Sois honnête avec toi-même sur l'entourage qui t'a entouré pendant tes échecs. Certaines personnes, inconsciemment ou consciemment, ont alimenté tes doutes plutôt que ta force. Certaines t'ont fait croire que tu n'étais pas capable. Tu as besoin de gens qui croient en toi, qui ont vu tomber et qui continuent à voir ta valeur. Cherche ces gens, ils existent. Et si tu n'en as pas dans ton cercle immédiat, cherche-les dans les livres, dans les communautés, dans les espaces en ligne. Étape 6. Te nourrir mentalement chaque jour. Ton cerveau est ce que tu lui donnes à manger. Si tu nourris ton esprit de doute, de comparaison, de nouvelles négatives, d'environnements toxiques, ton esprit produira de la peur. Si tu nourris ton esprit de témoignages inspirants, de connaissances utiles, de méditation, de mouvements physiques, de gratitude, ton esprit produira de la force. C'est un choix quotidien, pas une fois, chaque jour. Je veux m'arrêter une seconde. Si tu es au fond en ce moment, si tu regardes cette vidéo parce que tu cherches une raison de continuer, si tu as l'impression que rien ne peut changer pour toi, je veux te parler directement. Tu es encore là, et c'est déjà immense. Le fait que tu cherches encore de l'inspiration, de la force, des raisons de te battre, ça veut dire qu'une partie de toi n'a pas abandonné. Une partie de toi croit encore, même enfouie sous des couches de douleur, de fatigue, de déception. Cette partie de toi a raison. Ton histoire n'est pas terminée. Elle est au milieu d'un chapitre difficile, et les chapitres difficiles ne définissent pas le livre entier. Ils créent de la profondeur, ils créent du sens. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Peut-être que tu as perdu un être cher. Peut-être que tu as perdu ta santé. Peut-être que tu as perdu ton argent, ta maison, ton travail. Peut-être que tu as perdu confiance en toi-même. Peut-être que tu t'es trahi toi-même à un moment donné et que tu portes cette honte. Tout ça est réel et tout ça peut être surmonté. Pas facilement, pas rapidement, pas sans douleur, mais ça peut être surmonté. Je t'en supplie, ne prends pas de décision permanente pour un problème temporaire. Ce que tu vis en ce moment n'est pas éternel. Les saisons changent, les vies changent, les situations changent. Et si tu traverses quelque chose de trop lourd pour le porter seul, cherche de l'aide. Parle à quelqu'un, un ami, un professionnel, une communauté. Tu n'as pas à traverser ça seul.
La force ne consiste pas à tout gérer seul. La force consiste à savoir quand demander de l'aide. Maintenant, je veux te dire quelque chose qui va changer ta façon de voir les choses. Arrête de voir le combat comme quelque chose que tu traverses temporairement. Commence à le voir comme quelque chose que tu es. Tu es un combattant, pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu as choisi de ne pas abandonner. Et ça, c'est une identité puissante, une identité qui change tout. Quand tu te lèves le matin avec l'identité « je suis quelqu'un qui se bat, qui apprend, qui grandit », chaque obstacle devient une opportunité de confirmer qui tu es. Chaque difficulté devient une preuve de ta résilience. Ce n'est plus « je dois me battre encore », c'est ce que je fais, c'est qui je suis. Cassius Clay s'est renommé Mohamed Ali, et ce nom portait une identité, celle d'un guerrier, d'un champion, d'un homme qui refusait de laisser le monde définir ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas être. Il a refusé de partir à la guerre au Vietnam. Il a perdu sa ceinture de champion du monde. Il a été banni de la boxe à l'âge de 25 ans, à son sommet de la gloire. Il a tout perdu du jour au lendemain. Et il est revenu, plus grand encore, plus légendaire, parce que son identité ne dépendait pas de sa ceinture, elle dépendait de ce qu'il y avait dans son cœur. Ton identité ne dépend pas de tes résultats, elle dépend de ta décision de continuer. Parlons de Steve Jobs. Oui, Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Celui dont le nom est aujourd'hui synonyme d'innovation, de révolution technologique, de génie créatif. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Apple, qu'il avait fondée, l'a renvoyé en 1985. Imagine ça, fondé, construit et renvoyé. Il a dit lui-même que c'était la chose la plus dévastante qui lui soit arrivée. Mais dans cet espace vide, il a fondé une nouvelle entreprise, Next, et il a racheté Pixar, qu'il a transformé en studio d'animation légendaire. Et quand Apple était au bord de la faillite, ils l'ont rappelé, et il est revenu. Et il a créé l'iMac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, révolutionnant plusieurs industries en l'espace de quelques années. Il a dit « Je ne l'avais pas vu à l'époque, mais s'être fait virer d'Apple a été la meilleure chose qui me soit arrivée. » Parfois, ce qui ressemble à ta pire défaite est en réalité ce qui te prépare pour ta plus grande victoire. Parlons d'Eminem. Né dans la pauvreté, père absent, mère toxique, enfance dans les quartiers difficiles de Detroit, il a abandonné le lycée. Il a essuyé échec sur échec dans sa tentative de percer dans le rap. À une époque où les rappeurs blancs n'étaient pas pris au sérieux dans un milieu dominé par les rappeurs noirs, il avait tout contre lui. Il a failli mourir d'une overdose médicamenteuse accidentelle. Il a traversé des années de dépression et d'addiction. Et pourtant, il est aujourd'hui l'un des artistes musicaux les plus vendus de l'histoire de la planète. L'un des rappeurs les plus respectés par ses pairs, toutes races confondues. Un homme qui a transformé sa douleur en art et son art en héritage. Sa force ne vient pas de sa chance, elle vient de sa blessure transformée en carburant. Parlons d'Albert Einstein. Il a été renvoyé de l'école. Ses professeurs l'ont qualifié d'inapte intellectuellement. Il a échoué à l'entrée de l'école polytechnique. Il était considéré comme un cas désespéré. Et puis, dans un bureau des brevets à Berne, pendant ses heures libres, il a développé la théorie de la relativité. Et il a changé notre compréhension de l'univers pour toujours. Inapte intellectuellement. L'homme qui a redéfini notre vision de l'espace, du temps et de la matière. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre définir les limites de ton intelligence. Il y a une dernière chose que je veux te dire, et c'est peut-être la plus importante. Tu ne te bats pas seulement pour toi. Chaque fois que tu te relèves, tu envoies un message à tes enfants, à ton entourage, à ceux qui te regardent, même sans que tu le saches. Tu leur montres que c'est possible, que la vie peut vous frapper et qu'on peut quand même se tenir debout. Pense à la grand-mère qui a travaillé dur toute sa vie, dans des conditions difficiles pour que ses enfants aient mieux. Elle ne pensait peut-être pas en termes d'héritage, mais elle en a construit un. Et tu es peut-être aujourd'hui le fruit de ce combat. Tu es le résultat de quelqu'un qui s'est battu pour que tu existes. Maintenant, c'est ton tour. Pas pour impressionner le monde, pas pour être célèbre, pour construire quelque chose qui durera,
Quelque chose qui dira à ceux qui viennent après toi, quelqu'un a refusé d'abandonner, quelqu'un s'est battu, et grâce à ce combat, tu existes, tu as cette opportunité, tu peux rêver. Je vais conclure avec une image. Imagine un arbre, un grand arbre, centenaire, majestueux. Ses branches couvrent le ciel, son ombre est un refuge. Mais cet arbre, avant de devenir ce qu'il est, a traversé des tempêtes, des vents qui voulaient le déraciner, des sécheresses qui menaçaient de le dessécher, des hivers qui ont fait tomber toutes ses feuilles. Et à chaque tempête, ses racines s'enfonçaient plus profond. À chaque sécheresse, ses racines cherchaient l'eau plus loin. À chaque hiver, il accumulait l'énergie pour le printemps suivant. C'est toi. Tu n'as pas de feuilles en ce moment peut-être. Tu as l'air nu, fragile, exposé, mais tes racines s'enfoncent, en silence, avec courage. Et au prochain printemps, tu seras plus fort qu'avant, plus haut qu'avant, plus grand qu'avant. La tempête ne t'a pas tué, elle t'a enraciné. Alors bats-toi, encore, toujours. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu en es capable, parce que tu en es digne, parce que ton histoire n'est pas terminée. Commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Un pas, un seul pas vers là où tu veux aller, et puis un autre, et puis encore un autre. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, il suffit de voir la prochaine marche. Et souviens-toi de cette vérité fondamentale, grave-la dans ton cœur, répète-la tous les matins quand tu ouvres les yeux. Je ne suis pas mes échecs, je suis ce que je fais après. Musique, crescendo final. Texte à l'écran, lettres qui apparaissent l'une après l'autre. Ce n'est pas la chute qui définit ta vie, c'est le choix de te relever.